Le vice-président de la République représente le chef de l'État en Éthiopie à la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Daniel Kablan-Duncan a reçu plusieurs personnalités en audience. Nous nous rendrons à Addis Abeba en tout début de journal. Ce dimanche, c'est la journée mondiale des lépreux. La lèpre, dont un cas est dépisté toutes les 5 minutes dans le monde. En Côte d'Ivoire, de 120 000 cas d'indépendance, le pays n'enregistre aujourd'hui que 722 malades. Le point de la situation dans ce 13 heures. À la suite de l'invalidation des résultats des élections législatives du 18 décembre à Divo et Quibli par le Conseil constitutionnel, le scrutin a été repris dans ces localités hier samedi 28 janvier. Nous nous rendrons à la commission électorale indépendante dans une dizaine de minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Le dopage dans le sport, c'est un problème complexe et très controversé. L'enjeu économique et politique est énorme car depuis une quinzaine d'années, des capitaux importants sont investis dans le sport. Le dopage s'est développé à mesure que les disciplines sportives devenaient professionnels. En Europe, 3 disciplines sont particulièrement exposées au dopage, le cyclisme, le tennis et le football. Pourquoi les sportifs se dopent-ils? Quels sont les produits dopants et quels sont les risques pour la santé? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, nous recevrons sur ce plateau le professeur Constant Antoine Roux, chirurgien pédiatre, vice-président du Conseil national des sports de Côte d'Ivoire, président du Comité national antidopage Côte d'Ivoire, président de l'Union africaine médecine du sport et membre du comité exécutif de la Fédération internationale médecine du sport. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Je vous plaisir. retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le vice-président de la République est en Éthiopie où il représente le chef de l'État à la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Daniel Kablan-Duncan a successivement reçu en audience plusieurs personnalités. Ce sont notamment l'Ivoirien René Nguetia Kwasi qui est allé lui parler de sa candidature au poste de commissaire aux infrastructures et énergie à la commission de l'UA, le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le panéliste du MEAP, le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs en charge de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un très bon élève pour le MAEP. C'est pour l'exprimer de vive voix que le professeur Kayal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, à la tête d'une délégation, est venu rencontrer ce samedi à son hôtel d'Addis Abeba le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, juste après la réunion du MAEP au siège de l'UA. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer très rapidement et aujourd'hui, nous avons vu il y a 5 pays qui ont été évalués. Et raison pour laquelle le vice-président nous a demandé de venir les rencontrer automatiquement et commencer à discuter sur la procédure. La dernière fois, quand on était rencontrés à Abidjan, le CEO a dit à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire va devenir le joker de l'Afrique de l'Ouest. Mais moi, à mon avis, je dirais que la Côte d'Ivoire va devenir même le joker de l'Afrique, membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Parce qu'en 2015, elle a adhéré et nous pensons bien que d'ici juillet 2017, elle peut faire toutes les procédures et être évaluée en 2017. D'une rencontre à une autre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé avec le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce dernier est venu présenter à son hôte le bureau de l'institution qu'il dirige. Il s'agissait tout d'abord d'une visite de courtoisie qui visait, n'est-ce pas, à féliciter le président pour sa nomination en qualité de vice-président, mais également pour lui exprimer tous nos remerciements, notre gratitude pour le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans, si vous voulez, le rayonnement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire fait partie des États qui ont non seulement ratifié le protocole créant la Cour africaine, mais également fait la déclaration pour permettre aux individus et aux ONG de pouvoir saisir directement cette Cour. C'est dire l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte pour la question des droits de l'homme. Également face à Daniel Kablan-Duncan, le directeur des affaires économiques, commission de l'Union africaine, qui lui est ivoirien. Candidat pour la Côte d'Ivoire au poste de commissaire aux infrastructures et énergie à la commission de l'UA,
René Nguetia Kwasi veut l'onction de son pays à travers cette rencontre avec le vice-président ivoirien. L'OU a été créé le 23 mai 1963 et jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu un élu politique de ce type. Donc je crois que si d'aventure le candidat de la Côte d'Ivoire était élu, cela donnerait une voix politique, n'est-ce pas, au sein de l'organisation continentale. Le vice-président m'a rassuré du soutien total de notre pays à faire en sorte que la candidature de la Côte d'Ivoire soit retenue au sein de l'organisation continentale. Tous ces échanges en marge du 28e sommet de l'Union africaine pour lequel le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représente le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Un sommet avec pour particularité le renouvellement du staff dirigeant des différentes instances de l'Union. C'était un compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin depuis Addis Abeba. Notre envoyé spécial nous rapporte qu'en marge de la conférence de l'Union africaine, Daniel Kablan-Duncan a pris part hier samedi à une réunion du MEAP, le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs, où il était question de faire le point des activités du mécanisme pour l'année 2016. Au cours de cette réunion, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a évoqué la stratégie ivoirienne pour les activités du MEAP en vue de la promotion de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour avoir réalisé 5 rapports d'évaluation au cours de l'année 2016, le MEAP se félicite de faire un bond en avant. Satisfait exprimé lors de la réunion du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, tenue ce samedi en marge de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Présidée par le chef de l'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président en exercice du MEAP, cette réunion a enregistré la participation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan à Addis Abeba pour représenter au sommet de l'UEA le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une occasion pour lui d'indiquer que le gouvernement ivoirien adhère pleinement à la promotion de la bonne gouvernance. Excellence, Monsieur le Président, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, par votre implication personnelle et très dynamique, vous avez su conduire le MEAP, ce qui lui a permis, sans aucun doute, d'aboutir à une très forte adhésion de nos États au mécanisme et à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre pays, et dans le contexte de la mise en œuvre du MEAP, la Commission nationale de gouvernance a élaboré une stratégie de communication. Ce travail a été réalisé dans un processus inclusif, en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et le secteur privé. La campagne de communication, de sensibilisation va se renforcer avec le lancement de la collecte d'informations descriptives et statistiques que mèneront les instituts techniques de recherche. Cela nous permettra d'amorcer la phase d'auto-évaluation de notre gouvernance. Enfin, conformément donc aux engagements pris par le président de la République, Alassane Ouattara, devant ses pairs le 29 janvier 2015, les moyens financiers appropriés sont donc dégagés pour permettre une mise en œuvre réussie du processus du MEAP en Côte d'Ivoire. Grâce au MEAP, les actions déjà entreprises, mais aussi et surtout grâce aux réformes structurelles et sectorielles déjà accomplies par la Côte d'Ivoire, ce pays a connu une croissance importante, en moyenne de 9% depuis 2012, donc sur les 5 dernières années. Le MEAP se veut un système spécialisé au sein de l'Union africaine. C'est à ce titre qu'il mène des activités qui visent à évaluer conformément à sa vocation les différents pays dans leur politique de gouvernance. Il prévoit de produire pour cette année 2017 environ 7 rapports d'évaluation. Ici en Côte d'Ivoire, à la suite de l'invalidation des résultats des élections législatives du 18 décembre 2016 à Divo et Quibli par le Conseil constitutionnel, le scrutin a été repris dans ces localités hier samedi après 3 jours de campagne. Les résultats sont connus, ils sont proclamés par la CEI. Élection des députés à l'Assemblée nationale. Résultat des partiels du 28 janvier 2017. Circonscription numéro 126, Divo commune. Inscrits 55 631. Votants 15 657. Taux de participation 28,14%. Suffrage exprimé 15 252. Ont obtenu
Sengo Kla, indépendant, 66 voix, soit 0,43%. Ouattara Yaya, indépendant, 215 voix, soit 1,41%. Famoussa Koulibaly, UDPCI, 9854 voix, soit 64,61%. Konaté Ali, indépendant, 83 voix, soit 0,54%. Abane Yvonne Delompu, épouse Boisbré, FPI, 24 voix, soit 0,16%. Bazaré Nebi Raymond, indépendant, 140 voix, soit 0,92%. Lassina Kone, RHDP, 4870 voix, soit 31,93%. Est élu Famoussa Koulibaly, UDPCI. Circonscription numéro 92. Kouibli, Nidrou, Ouyabli, Nyondrou et Totodrou, communes et sous-préfecture. Inscrits 25 697. Votants 10 797. Taux de participation 42,02%. Suffrage exprimé 10 091. Ont obtenu Kouan Gilbert, UDTC 28 voix, soit 0,28%. Guéhi Sirou Mac, indépendant, 55 voix, soit 0,55%. Oulaï François, indépendant, 31 voix, soit 0,31%. Kouan Clément, indépendant, 884 voix, soit 8,76%. Guéhi Kouan Marc, indépendant, 47 voix, soit 0,47%. Guéhi Assemon Romuald, RDP, 36 voix, soit 0,36%. Guéhi Lénoin Patrice, indépendant, 2321 voix, soit 23%. Youté Wonsebeo Innocent, indépendant, 4199 voix, soit 41,61%. Taou Thierry, FPI, 40 voix, soit 0,40%. Thierry Emmanuel, PPSD, 460 voix, soit 4,56%. Gay Boniface, RHDP, 1990 voix, soit 19,72%. Est élu Youté Wonsebeo Innocent, indépendant. Nous sommes dimanche 29 janvier 2017 et c'est la journée mondiale des lépreux. Selon les données récentes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait toujours en 2015 175 000 malades enregistrés dans le monde, mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes. En Côte d'Ivoire, de 120 000 cas à l'indépendance, le pays n'enregistre aujourd'hui que 722 malades. La Côte d'Ivoire est considérée comme pays ayant éliminé la lèpre, même si quelques zones endémiques existent encore. Sita Soro nous fait le point de la situation en Côte d'Ivoire. La lèpre fait des victimes dans plus de 100 pays du monde. Elle est considérée comme une maladie de la misère. François a été touché il y a 19 ans par la lèpre. Au début, je me suis dit que c'était une plaie ordinaire parce qu'il n'y a pas eu de taches sur moi. Subitement, ça a commencé sous la plante des pieds. Ça a commencé par les plaies. Je me dis que bon, au fur et à mesure, ça va passer. Il ne fait que soigner, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et un jour, j'ai notre voisine qui a dit qu'il faut aller au Grand Endémie pour voir ce qu'il y a. Effectivement, c'est comme ça, je me suis rendu au Grand Endémie. Et ils ont fait le dépistage, ils ont vu que c'est la lèpre. Aujourd'hui guéri, il s'en sort avec moins de séquelles. Pas le cas pour Siélé, qui lui est aujourd'hui invalide. La lèpre lui a laissé de nombreuses séquelles, sa maladie n'ayant pas été vite diagnostiquée. Ça a commencé depuis l'année 2003. J'étais dans un point où il n'y avait même pas d'hôpital à côté. Donc les parents traitaient ça, on avait à la maison. Donc en 2005, maman a dit, où c'est là la piste, ça n'évolue pas, au fur et à mesure ça s'aggrave là. Je vais chercher
croiser certaines personnes pour pouvoir prendre des renseignements, comment il faut faire pour me traiter. Deux types de malades de la lèpre existent à cet effet. Il y a la forme multibacillaire, c'est-à-dire les malades qui abritent beaucoup de bacilles. On les appelle les multibacillaires. Et il y a ceux qui abritent peu de bacilles, qu'on appelle les paucibacillaires. Alors c'est ceux qui abritent beaucoup de bacilles qui sont contagieux. Lorsque vous vivez avec un malade multibacillaire, ce malade-là peut vous contaminer. Mais une fois que le bacille rentre dans votre corps, les premières manifestations de la maladie n'apparaissent pas tout de suite. Il faut attendre près de 10 ans. On contacte la lèpre en parlant, en vivant avec un malade multibacillaire. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, le pays a fait de la lutte contre cette maladie une priorité, ce qui a permis de diminuer considérablement le nombre de personnes atteintes. En 1960, la Côte d'Ivoire comptait 120 000 malades lépreux. Les gouvernements successifs ont travaillé, ont fait beaucoup d'efforts, des activités de lutte ont été menées, beaucoup de lépreux ont été traités, beaucoup sont guéris. Et à ce jour, au moment où je vous parle, on a 722 malades en traitement. Pour atteindre ce résultat, des progrès considérables ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la lèpre grâce aux campagnes nationales et locales. L'intégration des services essentiels de lutte anti-lépreuse dans les services de santé généraux existants a facilité le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Ainsi, depuis 2001, on peut dire que la Côte d'Ivoire a pu éliminer la lèpre. L'OMS dit qu'on élimine la lèpre quand il y a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire, on a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Donc depuis 2001, on a éliminé la lèpre. Cependant, la Côte d'Ivoire fait toujours partie des 10 pays les plus endémiques en Afrique. Des zones hyper-endémiques existent toujours dans 3 districts sanitaires, à l'ouest et au centre-ouest, où la prévalence est toujours au-dessus des normes de l'OMS. Les zones de l'ouest, Man, Zouaounien, sont encore endémiques. Et il y a une petite zone dans le centre-ouest, près de Gagnoa-Oumé, qui est encore endémique. Donc nous avons à peu près 3 districts sanitaires, ou 3 départements qui sont endémiques. Man, Zouaounien et Oumé. Ils ont plus de 1 malade, vous avez 2 malades pour 10 000 habitants. Alors que sur le plan national, c'est moins d'1 malade. Pourtant, la lèpre se guérit et le traitement est gratuit. Pour le traitement de la lèpre, c'est ce qu'on appelle généralement la polychimiothérapie. La polychimiothérapie associe 3 médicaments. Elle a DDS, elle a rifampicine et il y a le lamprène. Donc cette polychimiothérapie est le seul traitement qui guérit la lèpre. Pour les malades multibacillaires, ce traitement dure 12 mois. Pour les malades paucibacillaires, il dure 6 mois. Aujourd'hui, Siélé, tout comme François et bien d'autres ex-malades, mènent une vie saine. Cependant, pour éradiquer définitivement la maladie, ils appellent à la sensibilisation. Dans certains villages, la lèpre existe toujours, mais les gens ne connaissaient pas. Même nous qui sommes déjà anciens malades, quand on s'en va dans les villages comme ça, tu vois certaines personnes, tu sais que vraiment cette personne-là, il a la lèpre. Et c'est que je demande aux autorités du pays de toujours faire quelque chose comme ça en sensibilisation. La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie dénommée Mycobacterium lepra. Cette bactérie détruit les tissus de la peau et les muqueuses ainsi que les cellules nerveuses avoisinantes, ce qui entraîne des déformations et des mutilations. Tous les derniers dimanches du mois de janvier est célébrée la Journée mondiale des lépreux. La brigade spéciale des douanes vient de mettre fin à un réseau de trafic de faux médicaments à Angré dans la commune de Cocody. 50 millions de francs CFA de produits pharmaceutiques non enregistrés ont été saisis. Les précisions de Godefroy Okambawa et Pargassoro Kone. Coup de filet de la brigade spéciale de douane BSD de Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre fin aux activités d'un réseau de trafiquants de faux médicaments. 10 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés saisis. Valeur près de 50 millions de francs CFA. C'est dans la matinée du lundi 23 janvier dernier que ce camion remorque qui transportait les produits a été intercepté par les éléments de la BSD.
Les faussaires ont camouflé les produits avec des régimes de graines de palme afin de tromper la vigilance des forces de l'ordre. Ce genre de médicaments, c'est du poison. C'est véritablement du poison. On empoisonne les Ivoiriens. Je profite de votre micro pour dire à certaines, surtout de nos pharmacies, qui s'adonnent à acheter ce genre de médicaments, nous allons les traquer. Et gare à un pharmacien, nous allons trouver ces gens de marchandises, ces gens de colis dans les pharmacies. Il y a lieu de on va les prendre. Non seulement on va les mettre en prison, on va fermer la pharmacie également. Le camion confisqué et les faussaires aux arrêts pour complément d'enquête. Occasion pour le coordonnateur de la cellule de la prévention et d'investigation d'inviter les populations à une collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité afin d'éradiquer le phénomène en Côte d'Ivoire. Tu t'appelleras Eugène Kakou. C'est le titre du premier ouvrage d'Eugène Dié Kakou. Cet ancien journaliste à la RTI y raconte son histoire et son parcours professionnel. C'est un recueil de témoignages, d'anecdotes et d'hommages à des personnalités qui auront marqué ces 40 années de vie professionnelle. Retour sur la dédicace de l'œuvre ce samedi avec Moussa Konaté. De journaliste à écrivain, il n'y a qu'un pas. Après 40 années de métier de journaliste à la radio et à la télévision ivoirienne, Eugène Kakou utilise sa plume pour produire un livre. Une autobiographie dans laquelle l'auteur raconte sa propre histoire à travers des anecdotes, témoignages et hommages à des personnalités. Un ouvrage intitulé « Tu t'appelleras Eugène Kakou ». J'étais encore rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire. Et Eugène est arrivé, il m'a décliné son nom kilométrique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Où croyez-vous? Ici, vous êtes dans un média audiovisuel. Plus c'est court, mieux ça vaut. Et puis ici, on écrit et on parle pour l'oreille. Tu t'appelleras désormais Eugène Kakou. Parce que ça passe bien dans mon oreille. Ça va passer mieux chez l'auditeur. Voilà l'histoire. Comme on travaillait tous au sport, donc on a travaillé ensemble pendant très longtemps. Tout ce qui est dans le livre là, j'ai vécu tout ça. Voilà, j'ai vécu tout ça, donc vraiment, je me retrouve dans le livre. Parce que toute sa vie professionnelle, on a toujours travaillé ensemble. Et je pense qu'il a fait un travail pour nous tous. Eugène Kakou, une passion, un talent et des prises de position qui lui ont valu des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Des expériences vécues qui doivent inspirer la nouvelle génération. En parlant de ma vie, en parlant de ce qui s'est passé, dire à tous les autres que dans la vie, les choses ne sont pas si faciles que ça. Il faut se battre dans la vie et il ne faut pas se décourager. Et pour les journalistes, il ne faut jamais s'auto-censurer. Jamais, jamais. Né en 1945, Eugène Kakou était journaliste et reporter sportif à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a animé des émissions, notamment Pas comme les autres, 5x3, Pays profond. Il fut président du Conseil national de la presse et également président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. À 72 ans, il fait donc ses premiers pas dans la littérature avec cette œuvre de 171 pages. Après la dernière édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain qui s'est tenu en mars dernier, en mars 2016 donc, la direction générale du marché vient de signer un partenariat avec la structure Arterial Network. Un partenariat qui devrait permettre aux troupes africaines, aux troupes artistiques africaines de se faire connaître au-delà des frontières du continent. Isaïo. Cette signature de partenariat entre le Massa, marché des arts du spectacle africain, et la structure Arterial Network vise entre autres à faciliter l'insertion des groupes artistiques exerçant en Afrique sur les marchés occidentaux. Le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, eu égard à son attractivité, à l'épanouissement de la vie culturelle ivoirienne, mais aussi à beaucoup d'autres aspects positifs. La Côte d'Ivoire n'était pas la seule destination, la seule entité qui souhaitait ce type de partenariat. Donc on nous a choisi, pour moi, ça veut dire que les actions que nous mettons pour relancer le Massa, pour qu'il devienne une manifestation véritablement panafricaine, commencent à être entendues. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie salue le sens d'un tel partenariat. Travailler à mettre en synergie nos moyens, nos compétences, créer les réseaux
créer la complémentarité, structurer le marché africain en matière de culture, renforcer les capacités des acteurs, des troupes et travailler à l'optimisation des marchés que nous avons. C'est vraiment par cette voie-là que nous allons donner la plus-value nécessaire à notre culture. Les deux structures s'engagent à œuvrer pour le bien-être des artistes et des formations artistiques pour le prochain Massa prévu en 2018. Un petit mot de religion dans ce journal. Ils étaient plus de 500 à quitter la Côte d'Ivoire pour Israël afin de vivre à la manière du Christ. Ces chrétiens de l'église Assemblée de Dieu s'étaient rendus en Terre Sainte pour accomplir leur pèlerinage. De retour en Côte d'Ivoire, ils ont reçu des diplômes de participation. C'était en présence de nos reporters Perpétuquement et Grace Kando. Après avoir marché dans les pas du Christ à travers la visite des sites religieux et historiques, retraçant la vie, la mort et la résurrection du Christ en Israël, ces fidèles chrétiens des Assemblées de Dieu reçoivent leur diplôme de participation. Ce pèlerinage de décembre a un caractère assez particulier parce que c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont octroyé ce pèlerinage gratuitement à des chrétiens de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu l'honneur de recevoir 70 de ces personnes, mais nous sommes retrouvés en Terre Sainte à peu près à 500 Ivoiriens. Cet exercice de piété a été un moment d'enseignement, de prière, de découverte, de joie, de partage et de fraternité. La parole de Dieu dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Et moi j'avais déjà cru. Et c'est maintenant que j'ai vu de façon physique, palpable, les traces du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a plus convaincu. En attendant le pèlerinage de cette année 2017, les chrétiens veulent apprendre l'hébreu afin de lire les Écritures saintes dans la langue d'origine. Qui sera le candidat du Parti socialiste pour l'élection présidentielle française? Les électeurs ont le choix ce dimanche entre Benoît Hamon, arrivé en tête au premier tour avec 36% des voix, et Manuel Valls, qui a réuni 31% des suffrages. Plus encore que lors de la primaire de 2011 entre François Hollande et Martine Aubry, deux lignes s'opposent aujourd'hui. C'est aujourd'hui que se déroule le second tour de la primaire à gauche. En France, les bureaux de vote ont ouvert à 9 h et chaque Français peut glisser son bulletin jusqu'à 19 h, moyennant 1 € comme au premier tour. Benoît Hamon, 49 ans, et Manuel Valls, 54 ans, ont déjà voté dans leur fief en cette fin de matinée. Si ce second tour de la primaire à gauche doit départager Manuel Valls de Benoît Hamon pour l'investiture PS à l'élection présidentielle, l'enjeu est aussi celui de la participation. Avec 1,6 million d'électeurs au premier tour, la haute autorité espère que ce chiffre sera dépassé pour ce second tour. Ce dimanche soir, les électeurs sont invités à déterminer qui de Manuel Valls, qui a réuni 31% des suffrages au premier tour, et de Benoît Hamon, arrivé en tête avec 36% des voix, portera les couleurs du Parti socialiste à la présidentielle française. Football CAN 2017, le Cameroun a obtenu sa qualification en demi-finale du tournoi en sortant hier le Sénégal 5 tirs au but à 4 après un temps réglementaire 0-0. La bande à Sadio Mané, malheureux de la soirée, quitte le tournoi dans la tristesse. Sadio Mané qui a raté son tir et les Camerounais sont désormais donc en demi-finale. Les quarts de finale ont donc débuté à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. À Libreville a eu lieu la rencontre Burkina Faso-Tunisie devant 10 015 spectateurs. Ce sont les étalons qui l'ont emporté sur le score de 2-0. Pour la première fois dans sa carrière, Paolo Duarte, l'entraîneur portugais, amène les Burkinabés en demi-finale de la CAN. Le résumé de la rencontre vous sera proposé prochainement.
Et puis Égypte-Maroc, c'est l'affiche 100% nord-africaine du dernier quart de finale de la CAN 2017, ce dimanche à Port-Gentil, au Gabon. Qui des pharaons ou des lions de l'Atlas réussira à se hisser dans le dernier carré? Pour le savoir, vous allez suivre RTI 1 ce soir à 19h. Mais avant, à 16h, vous aurez la rencontre RD Congo-Ghana, un match de quart de finale également très relevé. Ce sera du côté de OIM, Aude Alegbe des Sports. Donc, vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Je vous propose, avant de poursuivre, cet élément maintenant. Voici la liste des 6 footballeurs décédés récemment sur un terrain de jeu. Ben Idrissa Dermé a été victime d'une crise cardiaque le 11 septembre 2016, quelques instants avant la fin d'un match pour la Coupe de France contre celui de Furiani. Patrick Ekeng, milieu camerounais, est décédé d'une crise cardiaque survenue quelques instants après son entrée en jeu avec le Dynamo Bucarest dans un match de championnat de Roumanie. C'était le 6 mai 2016. Grégory Mertens, joueur du KSC Lokeren, fait un arrêt cardiaque. Placé dans un coma artificiel, le défenseur meurt le 30 avril 2015 d'une crise cardiaque à 24 ans. Avant eux, Sékou Kamara, le joueur de Pelita Jaya, s'est écroulé sur le terrain durant un entraînement à Bandung en Indonésie. À 27 ans, le footballeur malien est décédé d'une crise cardiaque le 27 juillet 2013. Le 21 juin de la même année, Alen Pamik, joueur croate, milieu de terrain du NK Istra 1961, s'écroule durant un match et meurt lui aussi d'une crise cardiaque à l'âge de 23 ans. Dominique Ropp, joueur du FSV Emmersdorf, s'effondre à 23 ans lors du match contre Starrebroek d'un arrêt cardiaque le 20 avril 2013. Face à l'augmentation des morts, la FIFA a annoncé le 31 août 2007 que des examens cardiovasculaires seront effectués sur le joueur, une mesure qui était déjà en place dans certains pays depuis quelques années comme l'Italie. C'était donc un reportage d'Astou Touré. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique, Gabon 2017, la grand-messe du football. Le football, justement, un sport dans lequel le dopage est présent. Aujourd'hui, le magazine du dimanche est consacré à la médecine du sport et le dopage. Des produits dopants qui, dit-on, peuvent causer des troubles du système cardiovasculaire, des troubles psychiatriques, la réduction de la taille des testicules, la réduction donc de la taille des testicules, l'atrophie de la poitrine chez la femme ou l'arrêt de la croissance chez l'adolescent. Et pourtant, les sportifs s'y adonnent de plus en plus. Pour en parler, je reçois sur ce plateau un éminent professeur, Constant-Antoine Roux. Constant-Antoine Roux, qui est entre autres président du Comité national antidopage Côte d'Ivoire et président de l'Union africaine médecine du sport. Bonjour, professeur. Bonjour, mon cher. Monsieur Antoine Roux, donc dites-nous, quel est le rôle du médecin du sport? Le rôle du médecin du sport, c'est un rôle de prévention. La définition de la médecine du sport, elle est simple. La médecine du sport, c'est la médecine de l'homme sain en mouvement. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la haute compétition. Même si vous voulez faire votre jogging, il faut faire avant tout un examen médical qui est un certificat d'aptitude de non-contre-indication à la pratique du sport. C'est une spécialité médicale qui a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis 1982 avec le professeur Londosfer. Et le Sénégal, ce n'est qu'en 2005. Donc nous sommes en avance, nous donnons des diplômes, le CES de biologie et de médecine du sport. L'actuel directeur est le professeur Dassiril. Mais donc c'est une spécialité médicale, c'est la médecine de l'homme sain en mouvement. Et je dis qu'il faut avoir son passeport pour être médecin du sport, c'est-à-dire une disponibilité de tout temps, en tout lieu, à vous donner le vertige, car ce n'est pas un médecin d'hôpital, ce n'est pas un médecin d'officine, c'est un médecin de terrain. Disponibilité, compétence, conscience professionnelle. Conscience professionnelle, on le retrouvera dans le problème du dopage, où vous estimez que peut-être certains médecins favorisent la pratique du dopage, mais notre rôle est de prévenir ceci. D'accord. Merci donc, professeur. Dites-nous déjà pourquoi les sportifs se dopent-ils?
Les sportifs se dopent, c'est un problème de société. C'est un problème de société. J'avais proposé la construction d'un laboratoire du contrôle antidopage en Côte d'Ivoire. Et dans ce concept, je n'ai fait que 2 phrases, parce que l'urgence est tellement importante. C'est un problème, je l'avais dit, de santé publique. Oui. C'est un problème, le concept, ce laboratoire antidopage, problème de santé publique et le problème d'une saine pratique du sport. Donc, il faut que nous nous occupions de nos athlètes. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir un laboratoire en Côte d'Ivoire. Et le dossier est prêt depuis 2005. Et quel est le problème si le dossier il est prêt? Il est prêt depuis 2005. Je l'ai transmis aux différents ministres. Le Pognon, Amicha. Bon, moi, je suis fatigué maintenant. Depuis 2005, le dossier est prêt avec Ignace Conan, qui est un architecte du BNET. Nous avons été en mission à Athènes et à Madrid. Certainement que le projet verra le jour, professeur. Mais pourquoi les sportifs se dopent-ils? J'ai envie de savoir également, est-ce qu'il y a différence entre dopage et drogue? Oui et non, parce que si se dope, c'est avec des drogues. Donc c'est identique. Pourquoi ils se dopent? On va dans le domaine du sport. C'est parce que tel ou tel athlète a telle ou telle performance, on veut peut-être l'égaler. Il y a 3 définitions du dopage. La première définition, c'est l'utilisation de produits qui sont interdits. Et pour cela, cette interdiction est spécifique. Chaque pays reçoit une liste de substances interdites par l'Agence mondiale antidopage jusqu'en 2007. J'ai signé la dernière liste en 2017. Chaque année s'échange et à l'intérieur, tous les sportifs, tous les pays savent les produits qui sont interdits. Donc, c'est l'interdiction d'utilisation de produits qui sont interdits. La deuxième définition du dopage, c'est une définition médicale. En ce sens qu'on utilise un produit qui n'est pas un dopant, mais on change l'utilisation médicale, l'orientation de ce produit-là. Par exemple, les diurétiques. Les diurétiques sont pour les gens qui ont des édèmes pour évacuer le trop point de taux d'obésité qu'ils ont, vous voyez. Et pourquoi les gens prennent ça alors que ce n'est pas un produit dopant? On les utilise dans certains sports spécifiques. Les sports d'haltérophilie, les sports de boxe, pour diminuer le poids de l'athlète avant la compétition. Donc, vous voyez, ce n'est pas un produit dopant, mais c'est un produit normal, mais on change l'orientation thérapeutique de ce produit. Et la troisième définition du dopage, elle est éthique. C'est un seul mot, c'est une tricherie. C'est une tricherie. Quels sont les risques pour celui qui se dope? Les risques sanitaires, j'ai envie de dire aussi. Est-ce que celui qui le prend peut courir le risque d'une crise cardiaque, comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure? Alors, prendre le contrôle du dopage, il y a un trépied. C'est la santé de l'athlète. C'est l'équilibre de la compétition et c'est l'éthique du sport. Pour ceux qui meurent, par exemple, comme vous avez montré pour le point de vue cardiaque, effectivement, nous avons eu beaucoup de cas qui sont inexpliqués. Alors, le problème, le médecin du sport se dit, est-ce que ce sujet-là a eu son contrôle médical, son certificat d'aptitude de non-contre-indication? Parce que ce sont ces examens-là qui font la prévention du risque. Parce que le but de la médecine du sport, il est de 4, c'est l'orientation. C'est difficile en médecine du sport de dire oui, vous êtes apte, parce que c'est une médecine pluridisciplinaire. Moi, je suis chirurgien, j'ai étudié la cardiologie, mais quand il s'agit d'un problème cardiaque, il faut passer la main aux collègues qui a l'habitude de ça. Il y a des problèmes de rhumatologie, donc c'est une médecine pluridisciplinaire. Alors, il faut nécessairement que le sportif puisse avoir fait ce contrôle-là. Le plus difficile en médecine du sport, c'est de dire oui, vous êtes apte. C'est-à-dire que vous avez un certificat d'aptitude de non-contre-indication en médecine du sport. Alors, tous ces morts-là, est-ce qu'ils ont eu leur certificat? Effectivement, ce sont des athlètes professionnels. C'est sûr que dans leur contrat, il y a eu un contrôle fait, mais est-ce qu'il a été approfondi?
Et puis on se rend compte dans les problèmes d'autopsie qu'il y a des problèmes de malformation cardiaque initiale, mais là également, le dépistage a été fait au départ. Donc le premier but de la médecine du sport, c'est l'orientation, c'est le plus difficile. Le deuxième but, c'est la prévention, la lutte contre le dopage notamment. Le troisième but, c'est la thérapeutique. À l'époque, il y a une trentaine d'années, lorsque nous avons commencé la médecine du sport, c'était surtout la thérapeutique. On voyait des gens qui rentraient sur le terrain juste 2 minutes après qu'on a enlevé l'élastoplast ou même le plâtre, alors que c'est la troisième possibilité. Et puis, le dernier programme de la médecine du sport, c'est la recherche. Notre recherche nous appartient. C'est comment faire pour que le sportif puisse manger correctement. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'Union africaine de médecine du sport par un collègue sénégalais, le docteur Tianan Ndoye, où on se rend compte que l'alimentation africaine est de type horizontal, maghrébine, sahélienne, forestière, ougandaise, à base de légumineuses, de tubercules et céréales. Ce sont les tubercules que nous mangeons. On ne parle plus des lipides et glucides, protéines, on parle de légumineuses, de tubercules et céréales. Donc c'est un travail de recherche important, à tel point que si vous prenez notre zone forestière, tous ceux qui sont sur la même zone, Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou, nous avons la même alimentation, mais ceux qui sont au nord de notre pays sont plus d'alimentation horizontale. Donc voilà à peu près ce problème qui est très important. Notre recherche nous appartient. Nous devons mettre les éléments en ce qui nous concerne pour savoir pourquoi, en mangeant tel ou tel produit, on a telle ou telle affection. Tout à fait. Mais on entend souvent dire des sportifs qu'ils ont été dopés à leur insu. Comment ça s'explique? Alors ça aussi, il faut beaucoup de rigueur auprès de nos athlètes. J'étais longtemps médecin de nos équipes nationales. J'étais, sous le temps de mon ami Emmanuel Ezan, premier vice-président de la FIMS, de la FIF. Il faut beaucoup de rigueur, car il faut éviter les tricheries des joueurs et leur faire comprendre qu'ils sont là pour faire une compétition et pour leur santé et faire le bilan qu'ils font. Alors, donc, dans ces conditions, si vous êtes là pour les protéger, c'est assez difficile de leur donner de la drogue contre cela. Mais cela arrive. Je me rappelle, lorsque j'étais à la commission médicale du CIO, c'était aux Jeux Olympiques de Barcelone, et il y avait une athlète, fille, qu'on avait trouvée dopée. Elle avait 3 médailles. Petite fille de 14-15 ans, c'est l'âge du dopage. Et pendant que la commission médicale, nous réunissions pour essayer de voir quels sont les éléments qui ont poussé à ce dopage, le médecin était là, et un des nôtres s'est levé. Le professeur belge est parti, Xavier Sturbois, et il est allé voir la jeune fille qui était dans la salle. Elle avait 14 ans, ce n'était pas son problème. Et il est venu vers nous en nous montrant un papier. Elle était en train de dessiner. C'est-à-dire que pendant que nous pensions la gravité de son cas avec son médecin, elle faisait des dessins. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas elle qui s'est dopée. C'était son médecin qui était capable de savoir ce que c'était, donc il a été pénalisé, mais ce sont des cas rares, mais j'ai vécu ce cas-là, et qui est patent où la petite fille n'avait rien à voir avec ça, elle ne connaissait rien, elle faisait des schémas, alors que la situation était dramatique. Elle était très grave. Et en même temps, quand on va vous demander comment ça se fait les contrôles, comment vous contrôlez un sportif? Comment ça se fait? C'est l'urine, c'est le sang? Comment ça marche? Oui, alors là, il faut qu'on sache que ça a commencé le contrôle du dopage vraiment aux Jeux Olympiques de Mexico et pour Grenoble, en 1968. Et c'est là que le contrôle a été fait grâce à l'ancien président du CIO. Le contrôle du dopage a commencé par la commission médicale du CIO et l'Agence mondiale antidopage est rentrée dans le système après. Alors, il y a des formations. Il y a ce qu'on appelle les ACD, les agents de contrôle de dopage. En Côte d'Ivoire, nous en avons 7. Et il y a des escortes
Des escortes sont des personnes qui sont habilitées à pouvoir aller chercher l'athlète lorsqu'il a été signifié comme étant dopant. Donc il y a les escortes, il y a les agents de contrôle de dopage qui sont accrédités, il y a des filières à faire, il y a des espaces spécifiques. Je me rappelle qu'Issa Yatou m'avait envoyé, lorsqu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations de football au Mali, j'avais été visiter les 5 sites, parce que les Chinois étaient en train de construire des stades et mon rôle était de voir quelle était la disposition de la salle du contrôle du dopage. Elle doit être séparée, elle doit avoir des urinoirs, elle doit avoir une salle d'attente pour les athlètes qui arrivent, une salle d'interrogation. Vous voyez, il y a des règles qui sont prescrites, il y a un vigile qui doit être devant. Et nous, en Côte d'Ivoire, donc, nous avons 7 ACD, nous avons des escortes. Et avec le docteur François Niamé, pour les Jeux de la francophonie, le Comité national de lutte antidopage est impliqué pour faire justement la formation des ACD et des escortes pour pouvoir être au point pour les Jeux de la francophonie. Et la lutte antidopage en Côte d'Ivoire se porte bien? La lutte antidopage, il y a eu au niveau de l'UNESCO le Fonds national de lutte antidopage. J'ai été pendant 2 ans membre du comité d'approbation. Et nous avons fait déjà 4 projets. Il y a un 5e projet, ça fait 2 ans qu'on nous tourne en rond et qui est prêt. Nous avons été auditionnés Man, Korogo, Ferkessédougou. Nous avons fait des conférences sur le dopage 2 fois au lycée Sainte-Marie, à l'INJS. Donc on est en train de préparer ceci, mais le problème c'est qu'il faut un suivi. Ça va se faire, professeur. Avant de terminer cet entretien, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des produits dopants qui sont autorisés en 20 secondes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des produits dopants autorisés que tout le monde peut prendre? Non, lorsque vous dites dopant, ce n'est pas autorisé. Alors, on ne joue pas avec la santé et la vie des athlètes, on est là pour les protéger. Il y a des produits, notamment l'iboga dans certaines zones d'Afrique, ça fait partie de la recherche africaine que les gens prennent pour les danses de vaudou initiatiques, d'accord. Le sachant, notre rôle est de protéger les athlètes qui doivent avoir ce. Mais un produit dopant, on ne peut pas le prescrire, c'est contre-indiqué, et c'est contre l'éthique du sport et contre notre vocation de médecin du sport. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. C'est ici que nous allons nous arrêter. Merci, professeur, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie, pas de m'avoir invité, mais d'avoir mis ce dossier sur le tapis. Nous sommes à votre disposition. Il y a beaucoup de choses à faire dans la lutte contre le dopage, dans la protection de nos écoliers. J'ai mon petit-fils qui m'a dit l'autre jour, « Papy, tu perds ton temps d'aller dans tel ou tel lycée pour faire la conférence. » J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce que tout le monde filme, tout le monde se drogue. J'ai dit, mais justement, c'est pour ça qu'on doit partir là-bas. Donc il y a un problème d'éducation de nos enfants. Parce que certains pour 100 francs, 200 francs, vendent de la drogue à nos enfants, à nos écoliers. Nous devons les protéger. Vous avez été entendu, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu. C'est donc la fin de ce Dimanche Magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.